Ma prochaine invitée, c'est Mme Julie Jalbert, qui est responsable clinique du Centre de prévention suicide du KRTB. Mme Jalbert, bonjour. Bonjour, M. Michel. Mme Jalbert, c'est la 31e semaine de prévention du suicide. On est en plein dedans, c'est jusqu'au 6 février. Sous le thème « Parler du suicide sauve des vies ». Il me semble que c'est un peu paradoxal de dire « Parler du suicide, ça sauve des vies ». Comment on peut parler du suicide et sauver des vies? En fait, là, le titre est fait pour démystifier un peu le tabou qui existe au niveau du suicide. Ce qu'on essaie de pouvoir transiger avec ce message-là, c'est que on veut que plus on va parler du suicide, plus nécessairement le suicide sera de moins en moins tabou. Parce que les gens ont de la difficulté à aller chercher de l'aide en cause que on a peur des préjugés, on a peur de ce que les gens vont dire, on a peur de... Fait qu'en ayant ce thème-là de pouvoir parler du suicide, bien effectivement, ça sauve des vies parce que, un, on va aller chercher de l'aide et deux, on va démystifier tout ce tabou-là qui existe autour de ce mot-là qui est lourd pour certains. Ça me surprend ce que vous dites, que ce mot-là soit encore tabou après... Parce qu'on en a tellement parlé. D'ailleurs, c'est la 31e semaine. Ça veut dire que ça fait 31 ans qu'on parle d'une semaine de prévention du suicide. Maintenant, c'est un sujet qu'on aborde, me semble, en tout cas, à mes yeux, plus facilement. Et c'est encore tabou. C'est encore tabou. C'est quelque chose qui reste... tu sais, il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais c'est encore quelque chose qui reste difficile à démystifier. Le comparatif que je peux vous donner, c'est qu'au début, quand j'avais commencé à travailler ici au CPS, là, je mentionnais le rôle que je faisais ici, puis les gens coupaient la conversation parce que ça les mettait mal à l'aise. C'est avec le temps qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, le mot suicide, oui, c'est lourd, mais c'est donc soulageant aussi de voir qu'il y a des gens qui prennent conscience que cette souffrance-là peut nous amener à cette situation-là aussi. Est-ce que vous pensez, on parle de la 31e semaine, est-ce que vous pensez que le message commence à passer, que les gens font plus appel, d'ailleurs le numéro c'est 1-866-APPEL, mais est-ce que les gens en détresse appellent de plus en plus? On remarque une augmentation. Avec les années ici au CPS du KRTB, là, il y a facilement presque au-dessus de 1000 appels qui est à la hausse à chaque année, ce qu'on a remarqué depuis les dernières années. Oui, les gens commencent à demander un peu plus d'aide, mais ce qu'on remarque surtout, c'est que c'est les proches qui vont faire des références pour les gens qui vont pas bien. Puis nous, on va s'occuper de les relancer. Rarement que c'est les gens qui sont dans le besoin qui vont nous téléphoner. Ce mot-là, suicide, comme je l'ai mentionné, on en parle de plus en plus, mais est-ce que les gens qui ont besoin appellent tous? Non. 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 Puis je vous dirais que c'est pas ce que je voulais entendre, mais je comprends qu'il y a encore des gens en difficulté qui prennent pas le téléphone, qui appelleront pas. Effectivement. Puis je vous dirais, la plus belle preuve qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on a une référence pour un suicide, ben cette personne-là n'a jamais fait partie de nos services. Votre centre de prévention, c'est quoi au juste le rôle que vous jouez comme centre de prévention? C'est quoi un centre de prévention du suicide? Je comprends le mot prévention, là, mais quel service vous offrez? Mais en fait, nous, ici au KRTB, on a 3 volets. On a un volet prévention, on a un volet intervention et on a un volet postvention. Dans le volet prévention, on a de la formation qu'on donne à la communauté, ce qui est la formation Sentinelle. Puis on a la chance ici au KRTB de la donner gratuitement parce qu'on a réussi à aller chercher des sous pour pouvoir la donner. On a aussi une formation de 21 heures qui permet d'outiller les intervenants de première ligne à faire une estimation de dangerosité quand on est en crise avec la personne. On s'adapte aussi aux demandes là,
des organismes communautaires ou des entreprises. C'est quelque chose là on est assez malléable de ce côté-là et qu'on essaie de répondre le plus possible à la demande des gens. Dans le volet intervention, on a là, c'est sûr qu'avec la pandémie, c'est un peu plus difficile, là, mais on a des rencontres face à face. On a des rencontres aussi téléphoniques, puis ils vont être variables selon les besoins des gens. C'est soit à toutes les semaines, 2 semaines, au mois. Ça va toujours varier selon la situation et selon le besoin des gens. Et on a aussi le volet postvention. Malheureusement, c'est qu'on parle d'un décès par suicide. Fait qu'on est là pour aller... on existe pour les proches qui restent, à gérer un petit peu la crise, parfois à faire des annonces parce que c'est des choses qui sont plus difficiles pour ceux qui restent. On a aussi un groupe d'endeuillés par suicide là, où on essaie d'outiller les gens à développer une certaine résilience face à ça. Ça fait partie des services que nous, on offre ici là, au CPS. Quand vous parlez de résilience, Julie, face à ça, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'on peut avoir une résilience à ça? Bien, c'est sûr que c'est difficile parce qu'un deuil par suicide est très, très, très difficile parce que la culpabilité prend énormément de place. Je veux dire, un deuil par maladie ou par accident, souvent, selon les statistiques, là, on s'entend, là, on parle d'1 an. Mais un deuil difficile par suicide, là, entre autres, on appelle ça un deuil qui est difficile, on parle de 3 à 5 ans de rémission. Fait que c'est pour ça qu'on trouve ça hyper important que ces gens-là aient accès à ce groupe d'endeuillés-là, parce qu'on voit vraiment toute la boucle de deuil par suicide, puis on voit étape par étape. Ce qu'on remarque aussi par un deuil par suicide, c'est que la culpabilité prend énormément de place. Ce qui empêche souvent les gens d'avancer, puis je le comprends tout à fait, là, c'est tellement difficile. Versus que, tu sais, si ça serait un décès par maladie, nullement que c'est plus facile, là, un décès par cancer ou peu importe, mais au moins on a la culpabilité qu'on peut rejeter sur la maladie, versus quand on a un deuil par suicide, ben c'est la culpabilité, il faudrait qu'elle soit rejetée sur la personne qui est décédée, mais on l'aime trop. Fait que c'est trop difficile de le faire. Et c'est souvent soudain? Je vous dirais soudain. On a toujours des signes avant. Il y a toujours un cheminement qui est fait. Mais par contre, des fois, c'est très minime, là. Mais c'est jamais j'ai une mauvaise nouvelle, je me suicide tout de suite. C'est que la personne qui s'enlève la vie, c'est un peu comme l'image que je peux vous donner, c'est un iceberg. Il y a toujours un moment qui est critique, qui fait exploser tout ça, mais avant tout, il y avait un bagage qui était traîné par cette personne-là, que cette personne-là supportait depuis des années ou des mois, des semaines aussi, là. Est-ce que vous apportez du soutien aussi quelqu'un qui semble avoir quelqu'un de près de lui qui peut avoir des idées noires, là? Est-ce que vous pouvez aider cette personne-là à aider la personne qui a des idées noires ou si vous intervenez directement? Tout à fait. Je vous dirais qu'on aide autant l'individu qui a besoin d'aide que le proche. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce proche-là ne s'épuise pas dans cette situation-là parce que des fois, ça peut devenir très, très lourd, surtout quand on parle de santé mentale. Mais je vous dirais qu'on est autant là pour l'individu que pour le proche. Julie, est-ce que la pandémie a fait augmenter les tentatives de suicide? C'est trop tôt pour le définir encore parce que les dernières statistiques qu'on a datent de 2018. Donc, on n'est pas encore capable de savoir si les tentatives ou le taux de suicide a été plus élevé en cause de la pandémie. Ça va aller dans quelques années, malheureusement. Nous, ce qu'on a remarqué ici, par contre, au KRTB, c'est que nos gens qui étaient déjà en détresse étaient plus fragilisés. Mais nécessairement, on n'a pas eu une hausse remarquable d'appels suite à la pandémie. Le fait que les gens soient plus seuls, plus isolés, vous n'avez pas vu d'augmentation d'appels? Pas nécessairement. Je vous dirais que je pense que les gens se sont malgré tout retournés vers l'essentiel. Je pense que c'est ça qui a aidé. On rencontre beaucoup plus de gens qui vont marcher et qui a
comparativement à avant où ce que le rôle de vie était tellement vite. Là, on dirait que les gens prennent le temps de s'arrêter, d'avoir un regard avec la personne qui croise, puis de lui dire un bonjour sincère, comparativement à avant de « Hey, salut, ça va? » Tu sais, moi, je remarque une différence de ce côté-là. Je vous pose la question parce que j'entendais récemment un reportage qui disait que le taux de suicide depuis quelques années reste stable. Donc, c'est enfin une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Le taux de suicide diminue un petit peu à chaque année, mais c'est pas une diminution qui est remarquable. Mais oui, effectivement, le taux de suicide diminue toujours un petit peu, ce qui est une excellente nouvelle. Et vous l'attribuez à quoi, cette diminution-là? Ben, il y a plusieurs facteurs. Il y a les ressources que on essaie d'être de plus en plus présents. Puis c'est sûr que les médias sociaux, Instagram, c'est toutes des choses que maintenant on a accès où ce qu'on peut aller chercher un peu plus près les gens. Puis je vous dirais aussi que la formation Sentinelle a permis, entre autres là ici au Bas-Saint-Laurent, de diminuer le taux de suicide en pouvant créer ce réseau-là. Au KRTB, là, on a 1500 sentinelles de formés et plus, là, même, j'ai pas les derniers chiffres, là, mais je vous dirais que, tu sais, on sait que dans notre communauté, on a 1500 paires de yeux et d'oreilles qui sont là à voir si quelqu'un va pas bien. Fait qu'on est prêt à faire une intervention beaucoup plus rapidement qu'avant. Fait que ça prouve un petit peu que cette formation-là fonctionne, mais aussi que ça aide à diminuer le taux de suicide. Vous parlez de formation Sentinelle, c'est la première fois que j'entends ça. Est-ce que cette formation-là, vous parlez du Bas-Saint-Laurent, est-ce que ça donne partout au Québec? Et d'abord, c'est quoi la formation Sentinelle? Je comprends que ce sont des gens qui sont aux aguets de personnes en difficulté. Oui, effectivement. La formation Sentinelle se donne partout au Québec. Elle est même approuvée par le ministère. C'est une formation de 7 heures qui outille les gens à détecter les signes, à détecter le comportement chez la personne qui pourrait peut-être vivre des situations plus difficiles, à questionner si la sentinelle se sent à l'aise. Mais dans cette formation-là, ce qu'on outille aussi les gens, c'est que vous ne devenez pas des intervenants en prévention du suicide, mais vous êtes nos yeux et nos oreilles. Nous, on continue à faire notre travail. Fait que le rôle de la sentinelle, c'est de repérer. Elle nous réfère la personne, puis nous, on fait l'intervention avec cette personne-là. Julie, on dit que c'est la 31e semaine de prévention du suicide, mais pourquoi il y a une semaine? C'est plutôt, je pense, 52 semaines? Oui, tout à fait, mais on sait qu'on peut pas être actif pendant 52 semaines avec toute l'aide qu'on apporte, mais je vous dirais que je pense que c'est une semaine qui est super importante, surtout dans cette période d'année où c'est plus difficile. Même s'il n'y a pas de pandémie, on remarque beaucoup que février, c'est une période qui est difficile. Fait que je pense que c'est correct qu'on puisse faire un petit clin d'œil au moins une fois par année pour rappeler aux gens que oui, il y a de l'aide qui existe. Oui, il y a des CPS partout au Québec et des intervenants qui sont prêts à vous aider à mettre fin à votre souffrance qui est temporaire versus à prendre une décision qui peut être permanente. Là. Julie, il reste à peu près 70 secondes. Ce qui est important pour vous, c'est de nous rappeler l'importance de vous appeler. Oui. Pour les gens qui nous regardent, qui pourraient avoir des idées noires ou en détresse ou avoir des besoins, c'est important d'appeler. Oui, c'est extrêmement important de nous appeler. On est là pour vous aider. On n'est pas là pour vous juger. On est là pour vous donner un second souffle. Puis des fois, ça peut être difficile de prendre le téléphone, mais confiez-vous à quelqu'un, puis cette personne-là pourra vous accompagner aussi là-dedans. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, où ce qu'on vous donne plein d'outils pour vous aider à passer à travers des moments qui sont plus difficiles. Il y a possibilité de clavarder aussi avec nous. C'est toutes des choses qui sont possibles, qui sont... n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est le mot que je pourrais dire, là. 1-866-APPEL ou encore 1-866-277-3553. Mais le plus facile à retenir, c'est 1-866-APPEL.
Oui. Même pour l'animateur, il y a des entrevues qui sont plus difficiles à réaliser que d'autres. Et, parler du suicide, c'est pas toujours évident. Je vous remercie beaucoup. Julie Jalbert, responsable clinique du Centre de prévention suicide du KRTB. Et beau travail. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, Julie Jalbert, responsable clinique du Centre de prévention suicide du KRTB. Ça complète dans quelques instants les commentaires sur l'actualité.